Sur les chemins de Compostelle, le pèlerin faisait étape dans l'église Saint-Jacques. Il aimait à retrouver dans la douceur du quartier l'ambiance particulière à la Méditerranée. Avec ses rues étroites, ses jeux d'ombre et de lumière, son dénivelé très marqué, Saint-Jacques évoque irrésistiblement certains quartiers de villes italiennes, espagnoles ou orientales. Échoppe en rez-de-chaussée, logement sur 2 ou 3 étages, fenêtres hautes et étroites, quelques terrasses caractérisent ce type d'habitation méditerranéenne. Situé dans l'enceinte de la vieille ville, le quartier s'ouvre au XIXe siècle lors de la démolition partielle des remparts. On construit l'escalier monumental qui relie le bas de la ville à Saint-Jacques. La place Cassagne voit le jour sur l'emplacement des fossés et de l'ancienne porte de Canet. Dès lors, le quartier bénéficie de plusieurs accès qui convergent tous vers la place du Puig, au sommet de la butte Saint-Jacques. Saint-Jacques est aussi un haut lieu de tradition chrétienne. Tout comme à Séville, chaque vendredi saint, l'église Saint-Jacques est le point de procession de la Sanque qui déroule lentement son cortège de pénitents vers le centre de la ville. Si l'aspect du quartier a peu changé depuis ses origines, sa population s'est cependant modifiée par couches successives. Dès le Moyen-Âge, la petite ville de Perpignan s'étend sur les hauteurs du Puig qui abrite déjà la maison des lépreux. Au XIIIe siècle, la nouvelle paroisse Saint-Jacques, qui doit son nom à Jacques le Conquérant, accueille le Cail, le quartier juif. Commerçant notoire, il participe très vite à l'économie locale auprès des artisans, tisserands et jardiniers. Jusqu'au XVIIIe siècle, le quartier vivra alors assez replié sur lui-même. Au XIXe siècle, après l'ouverture de l'usine de papier à cigarettes rue Émile Zola, la classe ouvrière s'implante dans le quartier. Par la suite, le progrès social l'incitera à déménager pour trouver ailleurs des logements plus confortables, mieux adaptés aux besoins de l'époque contemporaine. De même pour les maraîchers, qui exploitent les terres en contrebas et qui vont émigrer vers la périphérie de la ville. En fait, ce sont les gitans, venus d'Espagne, qui commencent à se sédentariser dans le quartier. Ils sont mentionnés déjà dès 1810-1815, très précisément, puisque les maisons étaient numérotées sur les anciens plans et dans les actes civils, ceci est mentionné. Nous avons une famille de Patrac, par exemple, et de Baptiste qui sont mentionnés dès 1815 rue des 15 graons, des 15 degrés, hein, et petit à petit, ils vont s'installer. Vers la fin des années, les gitans installés à l'entrée de la ville sont amenés à se fixer dans les quartiers Saint-Jacques et Auvernais. De 1936 à 1939, durant la guerre d'Espagne, les réfugiés républicains occupent les hôtels meublés nombreux sur le quartier. Après la Deuxième Guerre mondiale, les impératifs de la reconstruction drainent un flot important de main-d'œuvre étrangère. Les Algériens, à leur tour,
se loge dans ces meublés. Les Maghrébins venaient dans ces hôtels à plusieurs, à ce moment-là, ça leur faisait le minimum d'argent puisqu'ils se cotisaient pour pouvoir payer la chambre et ainsi de suite. Et cet argent partait à cette époque-là en Algérie. Puis après, il y a eu une évolution. Les gens ont fait venir à ce moment-là leurs familles et c'est ce qui a donc augmenté, si vous voulez, et automatiquement, qui a une demande de ces personnes, les magasins ont suivi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins maghrébins. Dans les années 70, la vague d'immigration, clandestine ou légale, des familles entières de Maghrébins, Algériens et Marocains viennent habiter Saint-Jacques. Ces populations cherchent toujours, pour entrer dans une ville, disons, un point faible, disons, dans le tissu social qui leur permette de s'installer. Le quartier Saint-Jacques a toujours, par tradition, a toujours été dévolu à l'accueil de populations marginales. Aujourd'hui donc, sur une population de 3500 habitants, on compte 40% d'origine gitane, 40% d'origine maghrébine et 15% d'habitants de souche. Les 5% restants sont turcs et sénégalais. Un cosmopolitisme, source parfois de réactions de rejet chez certains Perpignanais. Sous les dehors d'un pittoresque facile, le quartier abrite nombre de bâtisses vétustes. 70% des logements peuvent être considérés comme insalubres. 70% de ces immeubles n'ont qu'une seule façade, avec des ouvertures. Sous un même toit, dans des pièces alcôves obscures et mal aérées, vivent souvent des familles nombreuses, regroupant plusieurs générations. Délabrement, suroccupation, beaucoup de ces familles vivent dans des logements inadaptés. Nous vivons 4 personnes dans cet appartement. C'est une chambre qui fait environ 3,50 m par 4 mètres. Il y a un petit garçon et une petite fille, moi et ma fille. Et c'est plein de bestioles, on ne peut pas y vivre dedans, c'est plein de cafards. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Pourtant, les loyers pratiqués sont élevés par rapport au confort proposé. Mais faute de ressources suffisantes et souvent à cause de leur origine ethnique, les familles se voient contraintes de demeurer dans cet environnement où l'hygiène et les conditions de sécurité laissent à désirer. Ainsi, encore aujourd'hui, le quartier Saint-Jacques accueille les familles en difficulté. Encore plus qu'ailleurs, le problème du non-emploi est devenu crucial. Deux causes à cela. D'une part, la crise du bâtiment qui touche de plein fouet la communauté maghrébine. D'autre part, des années d'assistanat qui ont provoqué un désintérêt pour le travail déclaré. Selon une enquête récente, seulement 60% des ménages disposent de revenus réguliers, salaire, retraite ou pension. Les autres vivent d'aides sociales diverses, telles que allocations familiales, ACEDIC ou RMI. On considère que 61% des foyers ont des ressources inférieures à 4 000 francs par mois. Entre autres conséquences de cette situation, on observe dans ces familles une hygiène alimentaire déplorable. La plupart se nourrissent presque exclusivement de féculents, de sucreries, d'oléagineux et de conserves. Ce déséquilibre alimentaire, dû également à un manque de connaissances, est néfaste en particulier aux femmes enceintes et aux plus jeunes. D'où de multiples problèmes de santé, dont l'obésité et les naissances à risque. Autre sujet de préoccupation, l'absentéisme scolaire. L'enfant gitan, peu habitué aux contraintes d'une journée organisée,
a du mal à s'adapter au milieu éducatif. Beaucoup ne sont même pas inscrits dans les établissements scolaires. On constate que les enfants maghrébins sont très assidus aux cours, ce qui n'est pas le cas chez les jeunes gitans, où l'on dénombre près de 40% d'absentéisme. Leur retard, ou leur illettrisme, les prépare donc mal à affronter les pièges du désœuvrement, de l'argent facile, de la délinquance et de la drogue. Un fléau qui touche 60% des jeunes gitans du quartier et qui génère un fort sentiment d'insécurité. Simples dealers pendant des années, les jeunes gitans sont devenus consommateurs. Le problème qu'on a tous dans le quartier, c'est qu'on est nombreux de toxicomanes et qu'on se laisse entraîner les uns et les autres. Et on a peur de vivre dans ce quartier. Il n'y a rien qu'on peut faire, vu qu'on est entouré que de la drogue. On ne peut pas s'éloigner, c'est impossible. Tu vas mourir dans cette zone. Comment vas-tu en sortir de cela? Où est le chemin pour toi? Le phénomène a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, menacée par la drogue et le sida, la communauté gitane est en péril. Pour parler des problèmes de toxicomanie qui... Avec le soutien de l'association Tréma Toxico 66, les pasteurs de l'église évangélique s'efforcent de sensibiliser la jeunesse. Aujourd'hui, je vois que mon peuple gitan est vraiment un état critique. Et j'ai décidé, avec les autres prédicateurs, donc, de s'occuper de la jeunesse, de pouvoir les attirer dans les lieux là pour les convaincre, de changer leur vie, de mener la foi, parce que le peuple gitan, c'est un peuple très religieux. Et on peut les atteindre avec la foi, on peut les atteindre avec la religion. De son côté également, la ville de Perpignan mène une politique forte de revitalisation de ses quartiers en difficulté. Depuis quelques années, elle a lancé une action de grande envergure sur les quartiers anciens en ayant conscience que Saint-Jacques nécessiterait une intervention très ciblée, lourde et de longue haleine. En 1990, la ville s'est engagée dans une procédure de développement social du quartier. Dans le cadre du 10e plan, elle a passé une convention avec l'État et la région qui doit permettre de réhabiliter le quartier sur le plan urbain et social selon 3 principes. 1. Requalifier le tissu social en maintenant les populations sur le quartier. 2. Réhabiliter le bâti en prenant en compte la trame moyenâgeuse des îlots. 3. Restituer au quartier sa fonction d'élément du centre-ville par la création d'un pôle touristique, culturel et commercial. Un nouveau plan de circulation, l'aménagement de certaines artères, d'espaces de convivialité et la restauration des monuments de grande valeur historique entrent également dans le schéma de revalorisation du quartier. Déjà, des opérations de résorption de l'insalubrité pour les îlots les plus dégradés, tels celui des Potiers, ont débuté avec la création de 26 logements et un nouveau poste de police pour améliorer les conditions de sécurité. Par ailleurs, une politique volontaire d'acquisition foncière est menée par la ville. Certains immeubles sont rétrocédés à l'office public d'HLM pour la construction de logements, d'autres faciliteront les aménagures. Devant l'ampleur de la dégradation du bâti et le dénuement social et financier de la plupart des habitants, la ville a pris conscience de l'enjeu que représente la conduite d'un projet aussi ambitieux et de l'investissement qu'il nécessite. Seul un partenariat financier très large peut permettre de le mener à bien. Côté social, de nombreuses associations et institutions sont déjà à l'œuvre.
L'association Peuple Solidaire s'occupe de l'alphabétisation des femmes 2 fois par semaine dans les locaux de la paroisse. ATD Carmonde a créé une bibliothèque de rue sur le parvis de l'église, rassemblant ainsi chaque mercredi après-midi entre 20 et 30 enfants du quartier. À l'initiative du Conseil communal de prévention de la délinquance, l'association Perpignan Jeunesse Loisirs organise des activités socio-éducatives et sportives pour les enfants et les adolescents les mercredis, samedis et durant les vacances. Outre le suivi médical, le Centre de protection maternelle infantile conseille les mamans et futures mamans en matière de nutrition et de santé. Du camembert, du roquefort, tous les fromages. Et dans le domaine culturel, la pratique de la musique traditionnelle gitane a été à l'origine d'actions d'insertion menées par le Conservatoire avec l'appui financier de l'État, du Conseil général et de la ville. C'est en dynamisant le travail associatif et en renforçant celui des institutions sur le terrain que la ville parviendra à faire des habitants les acteurs de la transformation de leur quartier. Incontestablement, le quartier mérite tout cet effort de reconquête. Côté lumière, en effet, Saint-Jacques connaît un dynamisme et une convivialité bien réels. C'est joli, pas cher et encore, écoutez, je vais vous dire une chose, j'y gagne. Le quartier est riche aussi d'un patrimoine historique et architectural de qualité. Depuis 1989, il accueille le Festival international du photoreportage Visa pour l'image. Pour cet événement, certains de ces magnifiques monuments sont devenus, après de longues années d'oubli, des lieux d'exposition privilégiés. Par son cachet et son authenticité, Saint-Jacques possède une vocation touristique qui ne demande qu'à s'épanouir. En effet, il représente un potentiel d'avenir certain pour peu que l'on sache le redécouvrir, le comprendre et le mettre en valeur, en associant à son histoire une vocation économique et culturelle.